Comment placer une indemnité reçue après un accident? Vous vous posez des questions sur votre patrimoine? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par Le Particulier. Je suis Pauline Janicot, journaliste au Particulier, et dans cet épisode, je vais vous parler de Stéphanie, 27 ans, qui vit dans les Bouches-du-Rhône. Stéphanie a été victime d'un accident de la route il y a 10 ans. Elle a subi un traumatisme crânien sévère qui l'empêche de travailler et lui impose une aide permanente. Sa mère, Carole, s'occupe d'elle et l'aide à gérer ses finances, sachant que Stéphanie perçoit l'allocation aux adultes handicapés. Après son accident, la jeune femme a reçu une indemnisation conséquente. Elle touche aussi une rente mensuelle destinée à couvrir les frais d'une assistance à domicile. Grâce au versement de la première partie du capital, Carole a pu acheter pour sa fille un appartement de 50 mètres carrés. Elle se demande désormais comment placer le solde de cette indemnité pour sécuriser l'avenir de sa fille. Pour lui répondre, j'ai demandé l'aide de Frédéric Hilde, fondateur de Jiminy Conseil, un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans les situations de handicap. Bonjour Frédéric Hilde. Bonjour Pauline Janicot, bonjour à vos auditeurs. Plusieurs années après son accident, Stéphanie a pu obtenir une indemnisation financière, mais aussi une rente viagère que l'on appelle une rente viagère pour tierces personnes. Pouvez-vous nous expliquer à quoi ça correspond précisément ? Oui, bien sûr, il s'agit de compenser financièrement les conséquences de l'accident qu'a subi Stéphanie. Et donc, il y a en général deux grands postes dans l'indemnisation. Un poste qui vient compenser et financer les aides humaines dont elle va avoir besoin pour son quotidien. Et puis un poste qui vient financer sa perte de chance professionnelle, comme on dit, c'est-à-dire compenser le revenu qu'elle aurait pu avoir si elle avait pu travailler, alors que bien sûr, malheureusement, elle ne pourra pas travailler. Il y a deux façons de la percevoir, soit sous forme de capital en une seule fois, soit sous forme de rente viagère. C'est le cas, par exemple, pour la rente d'aide humaine de Stéphanie. Juste un point, c'est une procédure très longue, difficile, et c'est vraiment conseillé d'avoir affaire à un avocat spécialisé pour être sûr d'avoir une indemnisation juste dans ce genre de circonstances. Pour l'obtenir. Oui. Ok, très bien. Stéphanie, elle touche l'AAH, c'est l'aide aux adultes handicapés. Il y a à peu près 1,25 million de Français qui la touchent aujourd'hui. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Alors tout d'abord, il faut avoir 20 ans pour pouvoir en bénéficier. Il faut, dans un premier temps, soit avoir un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80%. Alors, ce n'est pas le cas de Stéphanie, qui a un taux d'invalidité entre 50 et 79%. Mais la notification de la Maison départementale des personnes handicapées, qui lui a ouvert ce droit, précise qu'elle a une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, c'est-à-dire que son handicap fait qu'elle ne pourra pas travailler dans de bonnes conditions. Et donc, elle a droit aussi à l'allocation adulte handicapé. Ok, on comprend bien. Et quel est le montant de cette aide ? L'aide actuellement est de 1 016 € par mois. C'est l'aide maximale, hein ? C'est l'aide maximale. Elle peut être versée jusqu'à l'âge de la retraite. Alors Stéphanie, du moment qu'elle n'a pas un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80%, perdra l'AAH au moment où elle sera à la retraite. Ouais. Pour les personnes qui ont un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80%, ils continuent à percevoir l'AAH au moment de la retraite. La rente viagère que perçoit Stéphanie tous les mois est-elle prise en compte pour le calcul de l'AAH ? Alors le Code général des impôts prévoit que la rente pour tierces personnes, pour l'aide humaine, n'est pas imposable. Et donc, alors c'est une bonne question pour les autres sujets parce qu'effectivement, les revenus imposables issus du patrimoine, par exemple, rentrent en général dans le calcul de l'allocation adulte handicapé. Donc, il faut avoir une vigilance très particulière sur la façon dont on organise le patrimoine de Stéphanie pour que les revenus qui seraient issus de son patrimoine ne viennent pas impacter son allocation adulte handicapé. Et c'est ça tout l'enjeu en fait de ces revenus qu'on peut éventuellement toucher. Oui. Alors on l'a vu, Carole a utilisé une partie de l'indemnisation de Stéphanie pour lui acheter sa résidence principale. Est-ce une bonne idée ? Ah oui, c'est une très bonne idée parce que le souci de Carole, c'est d'assurer l'avenir de Stéphanie à court, moyen et très long terme. Bien sûr. Et donc, assurer l'avenir d'une personne vulnérable, c'est d'abord assurer son lieu de vie. Et donc, l'achat de la résidence principale contribue bien sûr à cet objectif. On verra après qu'il faut aussi assurer sa protection juridique, bien sûr, et puis ses ressources financières pour vraiment assurer complètement son avenir. Alors, comment Carole peut placer cette indemnité pour sa fille Stéphanie ? Alors souvent, ce que je constate quand une indemnisation est versée, c'est que la première chose dans laquelle il faut investir, c'est du temps. Parce que les familles se sont battues pendant de longues années pour obtenir une indemnisation qui soit juste. Et puis finalement, elles ont peut-être eu du mal à se projeter sur l'étape d'après, qui est comment on organise et comment on finance le parcours de vie de la personne blessée, Stéphanie, là en l'occurrence. Et donc pour se donner du temps, on utilise des contrats d'assurance vie très particuliers
qui sont des contrats à participation ou bénéfices différés. Alors, c'est un nom compliqué, il va falloir nous expliquer. Oui, c'est un peu technique, mais si on veut l'imager, on peut imaginer qu'un contrat d'assurance vie, alors pardon pour l'exemple un peu simpliste, mais ce serait un peu comme une menthe à l'eau, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on a un verre d'eau qui serait le capital, et puis dans ce verre d'eau, chaque année, on verse du sirop qui serait les intérêts. On comprend aisément que si on boit une gorgée de cette menthe à l'eau, on retire, si c'est un contrat d'assurance vie, à la fois du capital et des intérêts. Ouais, c'est clair. Or, sur un contrat d'assurance vie, pour nos auditeurs qui connaissent la fiscalité de l'assurance vie, on sait que si on fait un retrait avant 8 ans, il n'y a pas d'abattement fiscaux. Et donc, la partie d'intérêt comprise dans le retrait va être imposable. Et donc, dans le cas de Stéphanie, peut avoir une incidence sur son AAH. Sur l'allocation qu'elle touche tous les mois. Exact. Et donc, un contrat à participation au bénéfice différé, c'est assez simple. En fait, ça consiste à mettre le sirop, si on peut dire, dans un deuxième verre. C'est-à-dire que les intérêts vont être mis dans une enveloppe à part, ce qui fait que si on retire quelque chose sur son contrat, on ne va retirer que du capital. Or, si on retire que du capital, bien sûr, il n'y a aucune incidence fiscale et donc aucune incidence sociale, c'est-à-dire pas d'impact sur l'allocation adulte handicapé de Stéphanie. Et alors ça, c'est très important parce que quand je disais qu'il faut investir dans du temps, au moment de l'indemnisation, on ne sait pas quels vont être exactement les projets à financer. Est-ce qu'on va acheter une résidence principale bel et bien? Ça a été fait pour Stéphanie. Est-ce qu'un jour, Stéphanie aura envie d'acheter une résidence secondaire? Est-ce qu'un jour, la conjoncture économique fait qu'il faudra revoir ses placements? Et donc, on a besoin de pouvoir à la fois placer les fonds et quand même d'en disposer, y compris dans les 8 premières années. Et donc, les contrats à participation aux bénéfices différés sont particulièrement utiles. Et ils se trouvent facilement, ces contrats-là? Non, très peu d'assureurs savent le faire parce que c'est des mécanismes un peu particuliers. Et donc, l'offre est assez restreinte. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres placements qui sont envisageables pour Stéphanie? Oui, bien sûr. Comme on a vu tout à l'heure, on essaie de préserver apparemment son allocation adulte handicapé. Oui. Et donc, on va privilégier les placements qui ne génèrent pas soit de revenus, soit de plus-value imposable. Et donc, on va penser à l'assurance vie classique, puisque comme on l'évoquait tout à l'heure, après 8 ans, il y a des abattements fiscaux qui font qu'on peut faire des retraits sans générer de plus-value imposable. Et donc, c'est parfaitement adapté pour quelqu'un qui reçoit l'allocation adulte handicapé. Voilà, et là, il y a plus d'offres sur le marché accessible. Là, l'offre, elle est très large. On peut aussi penser au plan d'épargne en action, puisque sur un plan d'épargne en action, lorsque le placement a plus de 5 ans, tous les retraits qu'on fait ne dégagent aucune plus-value imposable. Donc, ça peut être aussi un outil c'est aussi une solution. utile. On entend aussi parler, c'est plus rare, mais du contrat épargne handicap. Est-ce que ce serait intéressant pour Stéphanie? Oui, c'est intéressant. C'est pas déterminant dans son cas, mais c'est intéressant parce que un contrat d'épargne handicap n'est ni plus ni moins qu'un contrat d'assurance vie. C'est parce qu'il est souscrit par une personne en situation de handicap qu'il a cette option supplémentaire. D'accord, c'est la même chose en fait, mais il y a c'est juste exactement cette la option. même chose. Ouais. Voilà, tous les contrats d'assurance vie ou presque Le peuvent être des contrats d'épargne handicap du moment qu'ils sont souscrits par une personne en situation de handicap. Très bien. Et donc, ils apportent une réduction d'impôt au moment où on alimente le contrat. Ils apportent une exonération des prélèvements sociaux au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'assureur crédite les intérêts sur le contrat d'assurance vie, contrairement au contrat d'assurance vie classique, l'épargne handicap ne va pas subir les prélèvements sociaux. Et puis, ils apportent un certain nombre de dérogations qui sont importantes, alors pas forcément pour Stéphanie, mais qui sont importantes, par exemple pour l'aide sociale à l'hébergement ou pour d'autres prestations sociales. Ils sont particulièrement adaptés aux personnes en situation de handicap et ils permettent vraiment de préserver leur patrimoine et leurs ressources. Et pareil, même question, comment choisir ce contrat? Il faut faire attention aux frais, j'imagine. Oui, 2 choses vont compter. D'abord, la qualité du contrat, bien sûr. Alors, comme c'est une personne vulnérable, on va privilégier ce qu'on appelle le fonds en euros sur le contrat d'assurance vie. Donc, il faut que le fonds en euros soit de bonne qualité. On va quand même vouloir diversifier les avoirs. Donc, il faut pouvoir avoir accès à plusieurs supports d'investissement diversifiés. Et puis, bien sûr, regarder les frais d'entrée et les frais de gestion. Mais au-delà de la qualité du contrat, il faudra aussi veiller à la qualité du service, parce que Stéphanie et Carole évoluent dans un environnement social et fiscal assez complexe. Et donc, il va falloir assurer une veille juridique et réglementaire suffisamment sérieuse pour être sûr que le patrimoine de Stéphanie soit toujours adapté à ce contexte-là. Et donc, comme pour l'indemnisation, ce sera utile d'avoir affaire à des interlocuteurs spécialisés, probablement. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres types de placements possibles? On a beaucoup parlé d'assurance vie, de contrat épargne retraite. Est-ce que, par exemple, elle peut investir dans un bien locatif? Alors, l'immobilier locatif pose une difficulté
dans la mesure où les revenus fonciers, les revenus immobiliers sont imposables. Sont fiscalisés, bien Et sûr. donc, s'ils sont imposables, ils vont remettre en cause l'allocation adulte handicapé, c'est-à-dire que si Stéphanie reçoit 1 000 € de revenus locatifs, en fait, elle n'aura pas de revenus complémentaires puisqu'elle aura 1 000 € d'AH en moins. Voilà, c'est un choix, Donc, mais c'est un choix, mais il faut reconnaître qu'on immobilise une somme importante. Ouais. Si on fait un investissement immobilier, mettons, de 400 000 € qui auront un rendement de 3%, on a bien 12 000 € de revenus, mais en fait, on n'a pas de revenus complémentaires puisqu'on va perdre la hache dans les mêmes proportions. Alors, il reste quand même une possibilité de diversifier dans le cadre de l'immobilier avec les investissements en location meublée non professionnelle. Alors, le fameux LMNP. Exact. Et l'exemple le plus intéressant en ce moment, c'est plutôt les résidences étudiantes, puisque quand on investit dans une résidence étudiante, on peut bénéficier d'un mécanisme d'amortissement. Alors, c'est un peu complexe pour nos auditeurs, mais l'amortissement consiste à dire que quand on achète un bien immobilier, on peut au niveau comptable l'amortir, c'est en général à peu près sur 25 ans, c'est-à-dire 4% par an, et ces 4% par an viennent en déduction du loyer qu'on reçoit, qui est à peu près du même montant de rentabilité, à peu près 4%. Donc les deux se compensent, ce qui veut dire qu'on reçoit bel et bien un loyer, mais que ce loyer n'est pas imposable grâce au mécanisme d'amortissement pendant une durée assez longue, 20 à 25 ans. Et donc ça peut être un moyen d'investir dans l'immobilier, d'obtenir des revenus complémentaires par cette voie-là, sans remettre en cause l'allocation adulte handicapé. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Frédéric Hilde. Je rappelle que vous êtes fondateur du cabinet Jiminy Conseil, spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine des personnes en situation de handicap. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.